Raola Libre, le média indépendant du pays niçois. Eh bien, bonjour et bienvenue donc pour ce nouveau cours sur donc l'histoire du comté de Nice. Et aujourd'hui, nous avions laissé, rappelez-vous, le comté de Nice en 1792. C'est-à-dire au moment où s'ouvrent des événements qui vont avoir une portée, une importance déterminante. Donc pour notre comté, et ces événements, ils se déroulent, vous l'imaginez bien, outre-Var. Et outre-Var, la France connaît déjà depuis 1789 les événements que l'on connaît, c'est-à-dire une révolution, qui est une révolution donc d'ampleur majeure en Europe, un séisme politique qui va entraîner avec elle une grande partie de l'Europe, de l'Espagne, même du Portugal, jusqu'à la Russie. Et notre comté va être bien évidemment, en tant que partie, que province frontalière d'une petite puissance périphérique qui est le royaume du Piémont-Sardaigne, va être effectivement entraîné dans ces événements importants. Donc on l'a dit, hein, pour terminer en terminant la leçon précédente, Nice, c'est donc en 1792 cette petite ville, hein, qui compte une vingtaine de milliers d'habitants dans un petit comté rural et montagneux, mais qui a connu un développement au XVIIe et au XVIIIe siècle important, avec le creusement du bassin Lympia, des aménagements urbanistiques importants avec notamment la place Garibaldi et une ville qui s'est ouverte grâce à la route du col de Tende au port, et qui s'est ouverte aussi sur cette vocation touristique qu'elle découvre, une vocation touristique purement tournée vers l'aristocratie européenne, et ces 300 hivernants qui font la saison, la saison qui est la saison hivernale donc à l'époque. Et donc les nuages pourtant s'amoncellent de l'autre côté de la frontière du Var en 1789, donc c'est le début du tumulte révolutionnaire en France. Et en 1792, eh bien la Convention, les grands bouleversements politiques, c'est la chute de la monarchie, le roi qui est convaincu donc de trahison envers les monarchies d'Europe, dont le royaume de Piémont-Sardaigne, qui sont par définition donc hostiles, hein, à ce mouvement révolutionnaire français, qui incarne des valeurs qui sont celles notamment de la souveraineté de la nation et qui sont contradictoires avec la notion de monarchie absolue. Donc en 1792, la République est proclamée, et donc la France, la Convention, va faire une série de déclarations de guerre, hein, qui vont conduire donc au déclenchement de cet épisode qui va de 1792 à 1815, dont on va parler, donc de la Révolution à l'Empire, Nice, donc, et de la Révolution à l'Empire, qui marque la première annexion, hein, véritable, durable et marquante, et qui va apporter des transformations réelles du comté de Nice par sa grande puissance voisine, la France. Alors d'abord, on va diviser cet exposé en deux parties. Donc on va commencer par la Révolution, et puis ensuite on verra la période de l'Empire. Alors cette révolution, bien sûr, elle a des implications dès 1789, dans le comté de Nice. Cette révolution, elle se répercute de part et d'autre. Bien sûr, des Alpes, c'est le premier point, donc la révolution de part et d'autre des Alpes. Bien sûr, comme je le disais, il y a une hostilité naturelle d'une monarchie comme la monarchie sarde, qui est pas forcément la moins éclairée, hein, d'Europe, qui est pas forcément la plus religieuse, notamment la plus conservatrice, mais qui demeure, je dirais, une monarchie à l'ancienne. Il y a une hostilité qui s'explique donc d'un point de vue idéologique, il y a une hostilité qui s'explique aussi par de nombreux liens matrimoniaux. Faut pas oublier qu'on a derrière des siècles, hein, d'histoire dynastique avec des mariages, hein, des affiliations familiales. Donc on a de nombreux liens matrimoniaux entre le royaume de Piémont-Sardaigne et la dynastie des Bourbons, dont l'existence même est remise en cause en 1792 en France. Et le 22 septembre, dans la foulée, hein, de la proclamation de la République, eh bien, c'est la déclaration de guerre de la Convention au roi d'Autriche, hein, et s'ensuit donc un traité d'alliance avec l'Autriche-Hongrie, qui
va positionner de nouveau la monarchie piémontaise dans une vaste coalition européenne, dans une série de coalitions européennes qui vont opposer donc les puissances d'Europe à la France. Alors Nice est touché puisque Nice, je disais, donc Nice est une ville frontière hein, avec la France puisque la frontière s'établit de l'autre côté du Var, même si la ville de Nice, elle n'arrive pas encore sur le flanc, sur les berges du Var, hein, qui sont encore une frontière, mais c'est une frontière de toute proximité, bien évidemment. On a déjà un premier élément qui intervient, c'est l'arrivée des immigrés français. Donc les immigrés sont ces nobles, hein, c'est les personnes hostiles donc à la Révolution, qui vont se réfugier sur les territoires frontaliers de la France et pour certains de la République et pour certains commencer à intriguer contre la République, qui considèrent comme étant donc leur ennemi. On estime, alors c'est pas rien par rapport à la population du comté de Nice de l'époque, environ 10 000 personnes qui donc vont franchir la frontière et vont se réfugier dans le comté de Nice. Et ces 10 000 personnes entretiennent bien sûr une hostilité des autorités locales, une hostilité de la population envers la France. Et vont commencer à intriguer bien sûr. Par ailleurs, la situation se tend dans le comté de Nice et en ville aussi tout simplement parce que on a bien évidemment un parti pro-révolutionnaire. Ce parti pro-révolutionnaire qui est aussi en réaction à l'arrivée de ces immigrés, eh bien sont plutôt les notables, hein. Les notables éclairés, les personnes instruites, éduquées et qui ont fait leur en quelque sorte les idéaux de la Révolution. Alors c'est très schématique ce que je dis, hein. On trouve ce parti pro-révolutionnaire rallié aux idées des Lumières précédemment. On va le trouver un petit peu dans tous les milieux, mais plutôt bien sûr dans les milieux instruits, là où les idées de la Révolution et avant elle les idées des Lumières ont ruisselé à travers la population. Donc la situation est tendue dans le comté de Nice et elle va devenir explosive avec la guerre, bien sûr. Donc le deuxième point, c'est la guerre. Alors, on a des opérations militaires. D'abord, dans un premier point, on va voir la conquête française du comté de Nice. Alors, il y a plusieurs fronts hein, dans cette guerre, qui est une guerre à l'échelle européenne, hein, sur les frontières de la France, qui va se livrer en 1792. On a un front hein, qui va être illustré par la rencontre, plus que la bataille hein, de Valmy, par exemple, avec les Prussiens. Le front du Nord, hein, du Nord et du Rhin, l'armée du Nord, l'armée du Rhin, et puis on a l'armée d'Italie, et le front italien, qui est un front peut-être un petit peu plus secondaire, hein, du fait de l'éloignement de la capitale, de Paris, mais qui est un des fronts par lesquels la France est exposée. Donc l'armée sarde, se prépare à résister, de régiments niçois sont levés, et puis il y a les milices qui jouent un rôle important. Lorsque le territoire est envahi, eh bien les États forment généralement des milices, hein, c'est-à-dire des citoyens en armes, qui sont appelés au-delà donc des troupes qui, dans l'état de Piémont-Sardaigne, hein, qui sont des troupes, les soldats professionnels, hein, qui sont appelés à résister, à prendre les armes pour sauver la patrie. Donc on s'engage en masse dans les milices pour défendre le territoire du comté de Nice. Ceci dit, la Savoie est envahie et l'armée française du général Anselme, qui va laisser un très mauvais souvenir à Anselme dans le comté de Nice, parce qu'il va pas très bien se conduire, il va même être remis en cause après et accusé d'avoir commis, on va y revenir longuement, des pillages et des actions de brutalisation des populations totalement inutiles. Eh bien, ce général d'Anselme pénètre dans le comté de Nice, et ce qui va d'ailleurs entraîner une fameuse scène, celle de la débâcle des émigrés français qui, bien évidemment, devant l'arrivée de l'armée de la République, s'enfuient, prennent l'argent dans leur cou, et en l'absence de liaison par les corniches, eh bien, s'enfuient par la route du col de Tende. Alors on imagine, hein, on avait déjà parlé de la route du col de Tende, route du col des Fenêtres, on imagine ces routes de montagne avec les litières, et puis portées donc par les gaillards des vallées, et portant ces émigrés qui, dans la précipitation la plus extrême, s'enfuient, cherchant à gagner Turin.
Alors cette première débâcle amène donc les armées françaises à prendre possession de la ville de Nice. Mais le conflit, les combats vont s'éterniser dans les vallées en fait et dans l'arrière-pays où on a un véritable front qui va entre 1792 en gros et septembre 92 et mai 1794 se stabiliser dans l'arrière-pays pas très lointain d'ailleurs de la ville de Nice où des unités sardes et les milices locales, les unités sardes qui sont toujours commandées par le vieux Charles François Tendre-Revel, mènent des combats. Et puis à partir de mai 1794, le comté sera totalement occupé par les troupes françaises, à la tête desquelles on trouve un enfant du pays, hein, le fameux Masséna, surnommé l'enfant chéri de la victoire, qui est un général à l'époque, qui est pas encore le maréchal de l'Empire, que l'on va connaître plus tard et qui participera à la campagne, à la malheureuse campagne de 1800, de l'année 1800. Mais le repli définitif, hein, au-delà des cols de l'armée sarde, ne se fera pas sans austro-sarde, ne se fera pas sans résistance et sans des épisodes, des combats qui peuvent être importants. Alors bien sûr, c'est pas Austerlitz. On a des batailles, hein, bataille du Tel, bataille de Gilette, et surtout les combats principaux sont menés autour du massif de l'Authion, hein, qui est une fortification naturelle qui commande à la fois la vallée de la Roya, à la vallée de la Vésubie, donc une position stratégique, et finalement le passage est forcé. Mais n'empêche qu'entre 1792 et 1794, pendant quasiment un an et demi, 2 ans, eh bien on va avoir une sorte de guerre de position qui va entretenir un climat de violence et un climat de guerre dans l'arrière-pays immédiat de Nice et au sein du comté. Alors, c'est à partir de ce moment-là que commence à intervenir un mouvement important dans l'histoire du comté de Nice, qui est le barbétisme. Autrement dit, les barbés. Alors, les barbés ainsi appelés, dit-on, à cause de la barbe. On n'a pas trouvé de priori d'étymologie plus... Alors, là, il y a un ouvrage, en fait, l'ouvrage scientifique à recommander, hein, publié en 1998 aux éditions Serre. C'est l'excellent ouvrage, excellente étude scientifique, hein, qui relève davantage de la thèse universitaire, hein, de Michel Yaffelich sur les barbés, qui s'intitule Barbés, point d'exclamation. Résistance à la domination française dans le pays niçois 1792-1814. Et oui, parce que le barbétisme s'étend jusqu'en 1814, c'est-à-dire en gros jusqu'à la défaite quasi définitive de l'Empire, la première chute de l'Empire. Dans cette étude justement, dans laquelle je me suis donc replongé tout récemment, eh bien, il apparaît un certain nombre d'idées qui paraissent être importantes pour comprendre ce qu'est le barbétisme. Déjà, première idée, c'est pas la première fois qu'on a des barbés dans le comté de Nice. Donc en 1792, on a déjà appelé des brigands, des résistants. Alors on a eu l'épisode des Galispans, hein, un demi-siècle plus tôt, hein, dont on a parlé dans la précédente leçon, et on a déjà parlé au moment où les montagnards résistent, notamment à l'occupation française et aux épisodes de débordement des armées françaises qu'on a décrit lors des leçons précédentes, de la leçon précédente, et bien on a déjà utilisé le terme de barbé. Donc c'est pas complètement une nouveauté. Par contre, c'est l'ampleur du phénomène qui en 1792 surprend tout le monde, y compris les troupes françaises. La question qu'on se pose sur le barbétisme, c'est de savoir est-ce que c'est un phénomène totalement original, purement niçois, ou est-ce que ça se raccroche à un phénomène plus large, qui est le phénomène de la contre-révolution. Les contre-révolutions, notamment des contre-révolutions paysannes, et donc des résistances paysannes, telles qu'on les observe par exemple, alors tout le monde pense au même exemple qui est celui de la Vendée, hein, à la République française, à partir de 1792, ou de façon un petit peu différente en Provence. On a aussi des phénomènes de résistance. Ou dans d'autres territoires européens qui seront en but à l'offensive française, et on pense par exemple à la Calabre et au royaume de Naples. Ce qui fait la caractéristique essentielle de ces mouvements de contre-révolution monarchiste, c'est leur structuration politique, si on pense à la Vendée, où clairement c'est le clergé,
Et c'est l'intelligence avec l'Angleterre, et il y a une idéologie véritablement contre-révolutionnaire qui va transformer des foyers de résistance ruraux et cléricaux de ces provinces en contre-révolution organisée avec des armées qui peuvent être ravitaillées, armées par l'étranger, soutenues depuis l'étranger, notamment depuis l'Angleterre. Est-ce que c'est ce modèle-là que l'on va voir à l'œuvre avec le barbétisme dans les Alpes-Maritimes? Eh bien, il semblerait que non. Résolument non. D'abord, il faut comprendre le barbétisme local donc dans une tradition de la longue durée, de la résistance montagnarde qu'on a déjà observé à plusieurs reprises au XVIIe siècle ou XVIIIe siècle, pardon. Et ça, c'est un élément que l'on ressort assez peu en fait, hein, qui passe assez inaperçu dans l'historiographie. Et là, il manque vraiment une étude par manque de documents et puis par manque d'historiens qui a consacré des recherches à cet épisode sur la filiation du barbétisme. D'autre part, ce qui génère clairement ce mouvement de résistance, c'est l'attitude des troupes d'occupation françaises, incarnées par d'Anselme, et puis ensuite par son successeur Garnier. Alors, notamment les pillages, les saccages, les actes gratuits, la guerre s'installe, et avec elle, les réquisitions. Alors, il y a trois éléments, on va dire, qui vont hérisser la population rurale locale du comté de Nice à l'époque. Le premier élément, c'est les réquisitions, c'est l'élément matériel. Il faut nourrir une armée française, qui est une armée pauvre, qui est l'armée la plus pauvre de la République. Et ça ne changera pas jusqu'à Bonaparte. Et cette armée, elle va avoir tendance à se nourrir sur le terrain. Donc, on va réquisitionner auprès des populations les récoltes, les biens des personnes, etc. On va faire des confiscations, d'une part. D'autre part, et puis ça va se passer de façon violente, forcément, parce que tout le monde ne va pas être d'accord, il va y avoir des résistances. D'autre part, le deuxième élément qui joue un rôle tout à fait considérable, c'est la conscription, c'est-à-dire qu'on veut ensuite, avec l'annexion qui va avoir lieu, l'annexion en 1796, hein, eh bien, on va ça va aller en s'aggravant, puisque ensuite on va vouloir enrôler les populations locales, et ça c'est quelque chose qui est clairement refusé. Et puis enfin, c'est l'attitude jugée anticléricale de la République, qui est une république anticléricale, la République française, surtout à partir de 1793, même si dans les faits, c'est pas un élément extrêmement probant. Voilà, c'est pas le schéma vendéen, une fois de plus, où ce sont les prêtres hein, qui sont à la tête des... C'est un peu caricatural aussi, mais enfin c'est davantage ça en Vendée et dans l'ouest de la France. Hein, ce sont les prêtres, ou même dans le Midi, hein, de manière générale, ce sont les prêtres qui soulèvent les populations, etc. Alors, bien sûr, on a des prêtres qui vont jouer un rôle important. On a des prêtres de paroisses, notamment de paroisses rurales, qui vont jouer un rôle important dans la contre-révolution. Mais bon, c'est assez épisodique, c'est assez voilà. Bien évidemment, la réputation de nation anticléricale joue en défaveur clairement de la République et de ses représentants et des soldats. Donc tout ça, c'est un mix de l'ensemble. Donc ces barbés, ainsi appelés en raison de leur barbe. Alors on a dit d'ailleurs que cette barbe était un signe aussi de résistance religieuse qui se raccrochait à la tradition des Vaudois, hein, qui sont les disciples de Valdès, c'est-à-dire les hérétiques, les pauvres de Lyon, présents dans l'arc alpin dès le XIIe siècle. Bon, c'est une des possibilités. L'agitation va demeurer importante jusqu'en 1814, mais on a plusieurs étapes du barbétisme. Donc la première étape, c'est au moment des combats de 1792 à 1794, et elle va durer jusqu'en 1796, parce qu'à partir de 1996, on en parle dans un instant, eh bien l'armée d'Italie reçoit un nouveau commandement, c'est celui du général Bonaparte, qui se lance à l'assaut, cette fois-ci qui franchit les Alpes, et qui se lance à l'assaut de l'État sarde qui est vaincu. Et en 1796, la paix est signée par l'État sarde, dans des conditions catastrophiques pour lui. Le comté de Nice est annexé dans sa totalité, et non plus seulement occupé. Et on va avoir le retour des miliciens qui sont démobilisés, les miliciens qui jusqu'à présent combattaient pour leur roi,
et qui était donc occupé par la chose militaire. Et là, qui se retrouve désœuvré dans un pays occupé. Et là, on va avoir une recrudescence, à partir de 1796, de la violence des barbés. Et puis, progressivement, cette violence qui va connaître un nouveau paroxysme en 1800, puisque en 1800, on a un retour offensif de la coalition, donc les Austro-Hongrois, avec leur allié russe, on a des troupes russes jusqu'en Italie, avec le général Souvarov, et bien en 1800 vont brièvement reprendre le contrôle de l'intégralité du comté de Nice. Brièvement, c'est pour quelques semaines en fait, y compris la ville de Nice. Et là, on va avoir un déchaînement de violence très important des barbés jusque en ville. Que le barbétisme est un phénomène rural, est un phénomène de l'intérieur, un phénomène villageois. Il n'y a pas de barbés dans Nice. Et d'ailleurs un phénomène difficile, je vais y revenir après, à lire sur le terrain, parce qu'on a des villages, des communes qui sont plutôt des communes de barbés, d'autres plutôt pas. Et en 1800, donc, on a un retour très bref des coalisés contre la France, qui va donner lieu donc à un déchaînement de violence vraiment marquant et vraiment frappant des barbés contre toute personne qui, entre 1792 et 1800, avait collaboré donc avec la République. Mais ça va être très bref, puisqu'après, à partir de 1800, les barbés sont de nouveau refoulés dans les montagnes par le retour offensif de la France, la campagne victorieuse avec la bataille de Marengo de Napoléon. Masséna, lui, entre-temps, avait capitulé à Gênes devant les coalisés. Et à partir de 1800, bon, la République va reprendre le contrôle effectif des vallées, et le barbétisme va connaître son ultime phase pour se muer progressivement en un mouvement de quasi pur banditisme. Et il va comme ça progressivement décliner jusqu'en 1814. Et alors, qui sont ces barbés concrètement? Ça touche donc les communautés rurales, ce sont essentiellement les paysans, les petits artisans. Donc il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas les chefs barbés, sont des gens issus du peuple, comme le fameux François Fulconis, Choix Fulconis. Ils finissent tous mal, les barbés, ils finissent par être exécutés, jugés, condamnés à mort, tués par les troupes de la Révolution. Il faut dire que pour certains, on leur a imputé parfois plusieurs dizaines, voire une bonne centaine de meurtres. Certains se sont livrés à des exactions qui sont, quand on regarde les faits, parfois effectivement totalement horribles, avec même parfois des cas de cannibalisme. Donc une violence un peu ritualisée. Et puis beaucoup se sont livrés au brigandage en fait. Et la répartition de l'activité des barbés selon les communes, elle correspond en fait aussi à des liens de famille, à des liens claniques. C'est-à-dire qu'en gros, dans tel village, il y a un barbé célèbre, et puis il a sa clientèle, il a ses amis, il a sa famille, ses beaux-frères, etc. Et puis dans le village d'en face, c'est une autre famille, donc forcément, dans le village d'en face, par réaction, on va soutenir la République. C'est ainsi que, par exemple, Putel est un village pro-révolutionnaire, pro-français, alors que au Figaret et à Saint-Jean-la-Rivière, là c'est les repères de barbés. Voilà. Dans l'ouest du département, peut-être la proximité avec la France, et encore c'est pas probant, on va être plutôt pour la France, et dans l'est du département, on va être vraiment beaucoup sur le barbétisme, avec des foyers de barbétisme qui sont très importants, notamment dans la vallée de la Roya, du côté de Dolceacqua, et on a des rivalités comme ça qui sont des rivalités entre communautés villageoises qui transcendent un petit peu ces questions politiques, parce que de politique en fait il en est relativement peu question. C'est ça qui fait la spécificité du barbétisme. Par exemple entre Seborga et San Remo, Bordighera, entre Seborga et Bordighera, par exemple, il y a des rivalités qui font que les uns sont à Seborga, on est barbés, et puis il faut oublier que ça fait partie, Dolceacqua fait partie du département des Alpes-Maritimes, et à Bordighera, par contre, on est plutôt pour la République. Donc voilà.
Et on est de plus en plus aussi sur le brigandage, les barbets qui ont une arme à eux, qui est le poinçon, le petit couteau. L'arme du bandit dit bandit d'honneur, mais enfin d'honneur dans le banditisme, il en est en principe guère question. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que on a là un mouvement de résistance original, un mouvement de résistance montagnard, un mouvement de résistance locale, animé par quelques figures, par quelques bandits qui fédèrent autour d'eux des communautés villageoises et qui ça en aliène d'autres avec une dynamique, une logique qui est purement une logique de vallée, une logique montagnarde dans laquelle l'idéologie, la contre-révolution a très peu de part. On parlera plutôt de pesanteur idéologique, d'une ambiance davantage réactionnaire liée à la montagne. Bon, c'est commode comme explication, mais ça fonctionne assez bien, avec le refus de la conscription, le refus de l'étranger, le refus de certaines idées nouvelles, l'attachement aux valeurs cléricales, etc., qui ont pu jouer. Mais même par rapport à la question de l'occupant français, quelque chose qu'on sait peu aussi, c'est que la monarchie sarde, elle a pas soutenu les barbets. Et parfois même, elle a lutté contre les barbets aux côtés de la France, notamment lorsque, en 796, on s'entend avec la France au moment du traité qui est signé suite à la défaite définitive des troupes austro-sardes. Et en fait, les barbets, ils inquiètent aussi un petit peu la monarchie sarde, ce qui montre que ça transcende véritablement les idéologies et les patries, parce que le brigandage, ça reste le brigandage, et c'est jamais bon pour personne, en fait. Voilà. Et puis on a une tradition qui est quand même une tradition que tout le monde connaît, donc sur laquelle il est impératif de revenir, hein, bien sûr. Et cette tradition, c'est la tradition du saut des Français, donc un lieu que tout le monde connaît sur la commune d'Uranus, qui est une tradition qui est ancrée localement, mais qui n'est attestée par aucune source écrite, en fait. Alors, est-ce que c'est un pur mythe? Vous savez, l'idée que voilà, on a capturé des soldats français, on les a fait sauter, on les a précipités en fait, hein, c'est un crime abominable hein, dans le précipice de la Vésubie, pas impossible. Après, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein, globalement, dans les traditions, les habitants d'Uranus, localement, sont surnommés les Des Rockbaus, c'est-à-dire les décroche-falaises. Il y a peut-être des raisons qui expliquent cela. Hein. Et puis on a des cas qui sont connus de règlements de compte, hein, sur lesquels la justice s'est penchée, avec des gens qui disparaissent dans le précipice aussi par ailleurs. Donc bon, on a un petit terreau là comme ça qui nous fait dire qu'il y a pu y avoir quelque chose. Enfin, imaginez que c'est une pratique courante qu'on prenait attaquer les mecs, les colonnes mobiles, puisqu'on utilise la technique des colonnes mobiles pour faire la chasse aux barbets, et que quand on arrivait à en attraper, systématiquement on les balançait dans le vide. Donc ça c'est complètement faux. Qu'un tel épisode ait pu avoir le jour, je pense que c'est assez probable, parce qu'il faut bien que cette tradition se nourrisse quand même de quelque chose, mais ça a dû être quelque chose d'extrêmement épisodique. Parce que si ça avait été de toute manière une pratique courante, ça aurait fait beaucoup plus de bruit que ça. Bon. Cette guerre, après avoir, on va clore le chapitre hein, du barbétisme, je vous renvoie donc à l'ouvrage de Michel Yafélich. Donc cette guerre, elle aboutit donc à l'effondrement de la maison piémontaise. Cet effondrement, il est l'œuvre de Bonaparte, le général Bonaparte, qui en 1796 reçoit le commandement de l'armée d'Italie. Alors Bonaparte, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans l'histoire de la ville de Nice, hein, et des Alpes-Maritimes aussi, puisqu'un temps il sera et du milieu de la France, on pense au siège de Toulon par exemple, à son épisode où avec la réaction thermidorienne il sera enfermé dans la prison du Fort Carré d'Antibes, il en ressortira, et Bonaparte c'est quelqu'un qui, grâce à ses amitiés politiques et à la fréquentation de la Beauharnais, amitié politique c'est Barès par exemple, et grâce à Joséphine va... grâce aussi à son talent militaire d'artilleur, remarqué au siège de Toulon, notamment contre les Anglais, va connaître une ascension politique, il va devenir un général politique, au point qu'on lui confie le commandement de l'armée de Paris, qui est une armée qui n'a pas vocation à faire campagne, mais qui a vocation justement à politique, à défendre les institutions et la République. Et il va avoir la chance qu'un coup d'État, une tentative de coup d'État royaliste se produise en 1795 et que du coup ce soit lui d'y faire face, ce qui lui permet d'afficher une fidélité envers les institutions, envers le directoire qui se met en place, ce qui est assez croustillant quand on pense qu'en 1799 c'est Napoléon qui littéralement fera passer les directeurs par la fenêtre et prendra leur place. En tout cas, ce Bonaparte, il reçoit le commandement d'une armée. Du coup, il est jeune, alors il ne peut pas prétendre à l'armée
l'armée du Rhin, hein, pas prétendre à l'armée principale, donc ce sera l'armée d'Italie, qui est à l'époque, il faut le dire, hein, une armée de gueux, hein, et une armée très très mal équipée. Et alors bien sûr, on ne parle pas encore de l'empereur, on parle d'un général, un jeune général républicain. Et il a un plan, il n'a pas du tout l'intention de rester en garnison à Nice et se contenter de contenir l'éventuelle avancée des troupes de la coalition sur le comté de Nice et de garder le col de Tende. Non, lui veut aller de l'avant et il a un plan d'action en Italie, dont il n'est pas d'ailleurs le créateur original. C'est un plan d'action qui traîne dans les tiroirs depuis de nombreuses décennies, hein, que d'autres ont mis au point avant lui, et qui consiste à, au plus vite, faire mouvement en direction de la Ligurie, puis à partir d'Imperia, de rentrer vers l'intérieur, hein, et de tomber dans la région de Mondovie, hein, sur les armées sardes, qui sont plus faibles que les armées austro-hongroises, plus lentes à se précipiter au secours, et ainsi de battre dans le détail, et ça c'est la manœuvre napoléonienne classique, on bat les armées les unes après les autres, plutôt que de les battre une fois qu'elles ont fait leur jonction. C'est ce que Napoléon, c'est la manœuvre d'Austerlitz, hein, quand Napoléon convertit son armée du camp de Boulogne vers Vienne et vers l'Autriche, il tombe sur les arrières de l'armée autrichienne, bat d'abord les Autrichiens à Ulm, pour ensuite se retourner contre les Russes, renforcés par quelques fuyards autrichiens à la bataille d'Austerlitz, parce que les deux ensemble, c'est ce que Napoléon tente de faire aussi à Waterloo. Il bat d'abord les Prussiens, et puis après le problème c'est que les Anglais résistent et les Prussiens ont le temps de revenir, et c'est le désastre final. Donc là ça marche très bien, les Sardes sont d'abord battus lors des combats de Mondovie et de Millesimo, et ensuite Bonaparte doit se retourner contre les Autrichiens. En tout cas, Victor Amédée III jette l'éponge, hein. Donc là, le coup est très dur pour la monarchie. Le Piémont, certes, est épargné, mais la Savoie et Nice sont cédés officiellement à la France. Bon, il est vrai que le comté Nice était déjà annexé, hein, en effet, à partir de 1793, mais là, la Savoie et Nice sont officiellement cédés une première fois. Ce sera encore le cas en 1860 par le Piémont-Sardaigne. Le Piémont ne va pas pouvoir conserver, la maison piémontaise va pas pouvoir conserver d'ailleurs Turin bien longtemps, parce qu'en 1798, Charles-Emmanuel IV est obligé d'abandonner carrément le Piémont, qui est en proie donc à des tentatives révolutionnaires jacobines, hein, qui sont appuyées par la France, mais qui, comme c'était aussi le cas dans le comté de Nice, il y a aussi un fort parti jacobin, un fort parti révolutionnaire dans le royaume du Piémont-Sardaigne. Et donc il va se réfugier en Sardaigne, donc, qui est une île inexpugnable, puisque l'armée française ne dispose pas des moyens amphibies pour aller rechercher Charles-Emmanuel sur cette île. C'est quand même la Royal Navy, hein, qui vient d'écraser en plus en 1797 la flotte française de Napoléon à Aboukir en Égypte, et qui domine les mers. Bien. Qu'en est-il de Nice? On a parlé de l'arrière-pays avec le barbétisme, et qu'en est-il de Nice véritablement sous la Révolution? Sur la Révolution, c'est une période difficile. Bon, il y a cette première annexion en janvier 1793, qui est un peu une mascarade démocratique, puisque les révolutionnaires Blanqui et Veillon sont délégués à Paris par la nouvelle municipalité qui est créée par les Français, sur le modèle des municipalités françaises, pour demander officiellement l'annexion à la France, toujours mieux si c'est perçu comme un appel de l'extérieur. Il y a une consultation, mais cette consultation, puisqu'on est au tout début de l'année 1796, elle ne peut concerner que les communes du littoral, puisqu'à l'intérieur, c'est encore la guerre, il n'y a pas encore eu la bataille de Lotion. Donc ce sont les communes non encore occupées par les Sardes qui sont consultées. La constituante vote l'annexion du comté de Nice, et le département des Alpes-Maritimes est créé officiellement en février. Tout cela sera ratifié, hein, en bonne et due forme par les Piémontais, donc comme je vous l'ai dit précédemment, 1796. Ce département des Alpes-Maritimes va comprendre, comme je le disais précédemment, à la fois le comté de Nice, mais aussi les arrondissements de Dolcea, et de Monaco, annexé en février. Donc le
premier département des Alpes-Maritimes est créé, et on reprend le nom, le vieux nom des Alpes-Maritimes, qui remonte donc aux Romains. Alors c'est une période difficile, je dirais, parce que la ville connaît l'insuffisance du ravitaillement, elle décline. De manière générale, c'est ça aussi qui entretient la passion du barbétisme, hein, et la violence politique extrême, les règlements de compte très durs à l'époque que connaît le comté de Nice, tout simplement parce que n'y a pas à manger pour tout le monde, parce qu'il y a des armées en manœuvre, et c'est le malheur des territoires, en plus des territoires déjà pas très riches, lorsqu'ils doivent en plus nourrir des armées en opération. La nouvelle classe politique se signale par son incompétence et sa corruption, hein, notamment le maire Poliani et les Jacobins. Les militaires français, donc on l'a dit avec Dancel, puis ensuite Garnier, ne brillent pas par leur mansuétude et par leur sens de la diplomatie. La déchristianisation officielle, hein, qui est la politique officielle de la République, est introduite, on va dire, de façon discrète dans le comté de Nice, parce que on fait avec les spécificités locales. On sait que c'est une terre très forte, hein, une terre catholique très forte, avec, rappelez-vous, hein, tout ce qu'on a dit précédemment, la tradition des pénitents, cette implication de personnel véritablement du citoyen dans la dramaturgie baroque, etc. Donc c'est globalement un échec, mais un échec qui n'est pas qui est lié aussi à une politique qui n'est pas poussée véritablement jusqu'à son terme. On assiste quand même globalement à une perméabilité générale aux idées neuves, à part quelques gens qui sont impliqués. Il y a alors par exemple, on le voit sur les clubs, on ouvre des clubs normalement, des sociétés jacobines, hein. À Nice, il y en a très peu, c'est très tardif, alors que dans d'autres départements, on a une effloraison comme ça de sociétés jacobines. Et du coup, ça montre bien qu'il y a un ralliement de quelques élites, mais qui est vraiment très très discret. Et c'est un petit peu logique, j'aurais tendance à dire, puisqu'on est dans ce Finistère méditerranéen, donc il faut bien concevoir qu'il est quand même encore relativement arriéré. L'ouverture avec les premiers hivernants, un petit peu de tourisme. Il y a eu aussi des mouvements intellectuels dans le comté de Nice qui n'a jamais été totalement un territoire de benets, il ne faut surtout pas dire ça. Il y a des artistes, il y a des historiens, il y a une tradition littéraire, mais globalement qui ne se signale pas par sa modernité, par son accès aux idées modernes et aux idées neuves. Là-dessus, maintenant, l'Empire. Deuxième grande partie, qui sera un petit peu plus brève, puisqu'on vient déjà d'insister sur ce qui m'apparaît comme étant le phénomène essentiel, qui est celui du barbétisme. Alors déjà, c'est l'annexion du Piémont, pour commencer, hein. Donc en 1796, le Piémont est vaincu. En 1798, il n'y a même plus de roi au Piémont. Et puis des événements très graves qui vont se jouer entre 1799 et 1800. Alors d'abord, on a cette défaite, hein, de Masséna face aux Russes, qui est assiégé dans Gênes. Les Niçois jouent un rôle intéressant, notamment le corsaire, parce qu'on a une tradition de corsaire niçois quand même si c'est pas une ville qui est tournée vers la mer, on l'a dit. Hein. Faut pas oublier quand même les galères niçoises qui auront participé à la bataille de l'Épante. Hein. Et on a quelques marins quand même à Nice, hein, des aventuriers d'au-delà des mers, des Ribotti, des Garibaldi quand même. Alors là, c'est le Niçois Bavastre qui va ravitailler le général Masséna assiégé à Gênes par les forces russes, et du coup les Autrichiens déroulent, et on a une brève reconquête pour quelques semaines, je vous disais, très exactement du 13 mai au 21 juin 1800 du comté de Nice, avec les règlements de compte terribles, avec une violence, des barbets très importantes, mais très vite on a le retour offensif du consulat, et la victoire du premier consul Bonaparte contre les Autrichiens à Marengo, la victoire sur le fil de Marengo, qui aurait donné fin au futur empereur, qui aura décidé de se faire un bon bœuf Marengo. C'est de là que vient la fameuse recette. Le Piémont avait été tenu par les Alliés, avec là aussi, en territoire piémontais, une véritable répression, courte répression des Jacobins piémontais. Mais tout ça n'a qu'un temps, puisqu'en 1802, Bonaparte décide d'annexer définitivement le Piémont, qui est lui-même divisé en 6 départements.
donc comme les Alpes-Maritimes. Donc on va créer des départements français, il faut le savoir, hein, pendant l'époque de l'Empire, jusque dans l'ex-Yougoslavie. Hein. Le nouveau roi, Victor Emmanuel, qui est le frère de Victor Amédée III, qui a abdiqué devant l'importance des épreuves, demeurera donc un acteur isolé jusqu'en 1814 à Cagliari, en Sardaigne, qui est le seul territoire où il a pu maintenir la souveraineté de sa dynastie, donc la Sardaigne. Alors sous l'Empire, que devient la ville de Nice? Alors sous l'Empire, la ville de Nice va prospérer. Parce que déjà c'est une phase de paix, quand même, malgré tout, en tout cas, pas de paix à l'échelle européenne, mais bien sûr à l'échelle du territoire du comté de Nice, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que la francisation, elle va demeurer très superficielle. Bien sûr, il y avait un parti jacobin avant même l'invasion de 1792. Il y a bien évidemment une opinion favorable à la Révolution, favorable à la France. La francisation, elle demeure extrêmement superficielle, notamment d'un point de vue culturel, et il y a toujours, de toute manière, et même si on met fin à toute politique réelle de déchristianisation, eh bien, il y aura toujours la rancœur qui va s'exercer envers la conscription. La conscription demeure l'élément le plus difficile à faire passer dans les mœurs des territoires annexés à la France pendant la période de l'Empire. Alors heureusement, l'Empire va déléguer pour gérer ce département des Alpes-Maritimes un personnage important auquel les Niçois sont attachés dans la tradition niçoise, qui est le fameux préfet du bouchage. Qui passe pour voilà, le préfet qui a laissé la guillotine rouillée, c'est-à-dire on envoie la guillotine à Nice et puis à Nice on ne guillotine pas. Il fait preuve de discernement, il fait preuve d'intégrité, il fait preuve de compétence, donc c'est quand même des valeurs qu'on lui reconnaît généralement. Même si clairement, il donne des ordres pour la répression du barbétisme, pour l'organisation des colonnes mobiles qui vont aller chercher les leaders barbés, etc. Il fait son job de représentant de la France, et donc une puissance que beaucoup encore considèrent comme occupante, mais avec compétence et discernement. Il obtient l'ajout de San Remo au département des Alpes-Maritimes. Donc on a des Alpes-Maritimes qui sont transfrontaliers. Et des très grands Alpes-Maritimes. Et il va coordonner le lancement de travaux importants, très importants pour la ville de Nice. C'est d'abord le percement de la Grande Corniche, donc c'est enfin l'idée d'une véritable liaison par autre chose qu'un vague chemin muletier escarpé de bord de mer avec le reste du cordon littoral méditerranéen, en direction donc, de l'Italie, donc la Grande Corniche, et puis l'établissement du lycée impérial que vous connaissez mieux sous le nom de lycée Masséna. Et ça, c'est la politique, l'institution des lycées, qui est la politique voulue par Napoléon. On a des maires, des filles et des Orestis qui vont s'engager dans des œuvres civiles comme les rues pavées. Enfin, on commence à paver les rues. Ça paraît rien les rues pavées comme ça, mais mine de rien, ça joue un rôle très important en termes de salubrité publique. Parce que les rues non pavées, en cas d'orage, en cas de pluie, ça devient des cloaques, se développent les moustiques, les maladies, etc. etc. Donc c'est vraiment très très important, et d'éclairage urbain. Et l'éclairage urbain, c'est bien aussi pour faire reculer la criminalité, le banditisme, etc. La place Garibaldi, à cette époque-là, devient place Napoléon. Voilà. De toute manière, elle n'était pas encore place Garibaldi, c'est sûr. Et donc, c'est la place Napoléon. Et on compte à peu près 25 000 habitants. La population ne s'accroît pas outre mesure pendant cette période-là. 25 000 habitants, dont 20 000 habitants en ville, le reste dans les hameaux périphériques. Mais voilà, on a une période où ça va mieux globalement avec l'Empire. Pour la fin de cette période, la période 1814-1815 voit un dénouement totalement inespéré de la situation. C'est mon dernier point. Un dénouement totalement inespéré de la situation pour la monarchie sarde, mais aux graves conséquences, bien sûr, pour Nice. On va le voir, et aux conséquences assez inattendues pour Nice, et qui pose un premier jalon qui va finalement, a posteriori, commencer et de façon très inattendue, donc, à porter Nice davantage vers la France.
1814-1815, Napoléon vaincu 2 fois. Hein. En 1814, première abdication, l'île d'Elbe. 1815, Waterloo. Sainte-Hélène. Voilà, c'est trop loin pour s'échapper. Les Français donc évacuent le comté. La monarchie sarde est rétablie et restaurée. Bon, ça c'est assez inespéré. D'abord sans Annecy d'ailleurs et Chambéry en 1814 qui se sont ensuite réintégrés. Et puis en 1815, c'est le congrès de Vienne et là, on est dans le camp des vainqueurs, c'est-à-dire la monarchie sarde est dans le camp des vainqueurs et elle récupère au passage Gênes. Et ça c'est important parce que ça veut dire tout simplement que le comté de Nice n'est plus le seul débouché maritime des États du royaume du Piémont-Sardaigne. Désormais c'est Gênes, et Gênes est un port d'une importance, hein, comme vous savez bien, tout à fait différente, hein, autrement plus significative que le petit port niçois. Et clairement, ce règlement miraculeux du Congrès de Vienne 1815 va entretenir un sentiment de déclassement pour la ville de Nice. Une ville de Nice qui est un comté de Nice, mais en général qui a l'impression d'avoir plutôt résisté, d'avoir été fidèle et loyal dans la mesure du possible, même si l'île de Nice a donné un maréchal d'empire à la France avec Masséna. Bon, globalement, les Niçois ont l'impression d'être bien mal récompensés. Malgré tout, les autorités sardes restaurent leur pouvoir, donc c'est la restauration sarde. Il va s'ouvrir une période entre 1815 et 1860 de la restauration sarde au rattachement définitif à la France, une période qui est marquée par les progrès considérables qui vont être réalisés par la monarchie sarde et par l'État sarde dans la route qui l'amène, qui est déjà une route au XVIIIe siècle, cette monarchie a déjà commencé à emprunter, mais qui va l'amener vers la constitution d'un véritable État moderne avec un premier phénomène d'industrialisation qui sera, comme chacun le sait, la base d'un État encore plus important, c'est-à-dire l'État d'Italie en 1861. Mais ça, c'est ce dont nous parlerons lors de notre prochaine leçon, la 7e leçon, de la restauration sarde au rattachement définitif à la France 1815-1860.